Pour ma présentation, je vais délaisser un peu le domaine de la pensée philosophique pour réfléchir sur une des conditions matérielles qui influencent le domaine des idées. Je ne vais pas non plus trop m'en éloigner en choisissant de me pencher sur les effets qu'a l'imprimerie sur les possibilités de penser en Occident. Je vais donc parler de cette technique qui sert maintenant de support à la pensée et leur interrelation en me concentrant sur les effets qu'elle produit sur l'autorité, telle que définie par Hannah Arendt dans Qu'est-ce qu'est l'autorité en philosophie et Gérard Leclerc dans L'histoire de l'autorité en sociologie. Arendt a écrit que la séparation de l'Église et de l'État impliquant en fait que le domaine politique avait, pour la première fois depuis les Romains, perdu son autorité, et avec elle cet élément qui a doté les structures politiques de longévité, de continuité et de permanence. En considérant le terme nihilisme comme la réalisation de la perte des valeurs suprêmes, il est proposé de penser l'avènement et l'évolution des techniques d'impression comme un des phénomènes qui, en permettant la multiplication des énoncés de vérité, mène à la perte de l'autorité et la réalisation de ce nihilisme dans la société occidentale. L'arrivée de l'imprimerie apparaît comme le moment où les capacités de production des énoncés de vérité ne sont plus exclusivement contrôlées par l'Église, ainsi qu'un changement dans la provenance de ces énoncés avec l'arrivée de la figure de l'auteur moderne. En découle éventuellement une fragmentation incontrôlable des sources possibles des énoncés de vérité et des sources d'autorité. Avant tout, je vais vous proposer une définition de l'autorité que je vais aller chercher chez Arendt et Leclerc. Merci, Anthony. Tout en rappelant que Monsen la qualifie comme étant plus qu'un conseil, mais moins qu'un ordre. Donc, l'autorité présentée par Arendt est spécifiquement romaine. Elle est hiérarchique, requiert l'obéissance et n'est pas une coercition externe. Elle fait partie de ce qu'elle identifie comme la trinité romaine, avec la religion et la tradition, qui est un des facteurs de longévité d'une organisation politique, tout en menaçant de se désagréger du moment qu'un de ses piliers est mis en doute ou éliminé. Désolé. Contrairement à la notion de progrès qui sous-tend un éloignement vis-à-vis du commencement, elle s'inscrit dans une augmentation de ce qui a été fait par le passé, par un retour continuel. Pour l'autorité, c'est le moment fondateur qui est constituant, et dans la politique romaine, ce moment acquiert un caractère sacré. La création est exclusive à ces moments fondateurs, et il y a impossibilité de fonder dans le présent. Cependant, dans le cas où le moment fondateur est mythique, nous comprenons que l'identification de ces moments peut être décidée a posteriori. Ces éléments sont des traits qui sont ici indispensables pour comprendre les modifications sur l'autorité qu'entraîne un changement dans les modes de création ainsi que de fondation. Considérant que l'autorité prend ancrage dans le politique, son application au domaine de la pensée en dérive. Ainsi, les penseurs grecs sont admis comme autorité pour les Romains sous les mêmes critères qui définissent l'autorité dans le domaine des affaires humaines. Les Grecs ont précédé chronologiquement les Romains. Leur poésie, leur théorie, leur philosophie ont donc pu être rétroactivement acceptées comme porteuses d'autorité, car perçues largement comme fondatrices pour cette culture romaine. Toujours en lien avec cette reconnaissance des traditions écrites, la chronologie qui situe l'apparition des écrits du christianisme avant celle des classiques grecs est le produit d'efforts déployés afin de démontrer que la parole de Dieu, transmise par Moïse, précède la sagesse grecque temporellement et donc en importance. L'implantation du catholicisme dans l'Empire romain est donc perçue comme un élément de continuité des structures autoritaires romaines, malgré l'importance nouvelle que prennent les Écritures sacrées. Cette compréhension de l'autorité est pertinente car elle instigue un caractère politique qui relève de l'organisation formelle d'une société et de ce qui assure sa pérennité, tout en demeurant éloigné des organes du pouvoir exécutif et qui, dans la réalité du Moyen Âge, se stabilisera dans une tradition textuelle. On trouve donc au Moyen Âge un double sens au terme d'autorité dans le domaine des écrits. Il s'agit à la fois de penser le texte comme autorité et les auteurs de ces textes comme des autorités, qui existent textuellement dans le canon biblique et dans les écrits grecs. Il est donc impossible d'ajouter à ces collections sans faire preuve d'une certaine créativité qui serait aujourd'hui comprise comme frauduleuse. On pense par exemple à l'écriture d'apocryphes qui permettent à un texte d'entrer dans une des catégories précédemment citées. Ces catégories de textes permettent également de comprendre comment peut exister la création sans qu'il y ait de nouveauté et sans que les auteurs porteurs aujourd'hui de ces créations n'existent. Ce type de texte nous informe également sur les moyens de production et de reproduction des écrits au Moyen Âge, qui ne peuvent assurer aux lecteurs et aux lectrices la qualité des textes qu'ils lisent, ainsi que la provenance de ces textes.
Matériellement, les autorités sont donc des textes attribués à des auteurs et seuls les auteurs peuvent être porteurs d'autorité. Il s'agit en quelque sorte d'un cercle vicieux qui situe le moment créateur et fondateur dans un passé plus ou moins lointain, qui est hors de portée des contemporains. Ce qui concrètement n'empêche pas la nouveauté d'apparaître, mais change la manière dont elle est comprise et les formes qu'elle prend, par exemple dans l'écriture de commentaires, et qui n'empêche pas non plus des exceptions d'apparaître au courant de l'histoire de personnes qui tentent de devenir des auteurs. Le retour continuel au texte porteur d'autorité est assuré au Moyen Âge par la clôture des traditions textuelles. Elle fait passer du moment de l'écriture à celui de la lecture, une séparation dans l'acte de production de texte qui s'oppose à l'idée qu'en écrivant, les auteurs puissent produire du nouveau. Cette difficulté dans l'acte de création individuelle n'empêche pas qu'il y ait une infinité potentielle d'énoncés de vérité qu'on puisse produire, surtout à l'aide des commentaires dans cette tradition. Le commentaire ne peut exister sans la citation et cette dernière n'a pas besoin d'être liée aux propos tenus. On justifie donc ce qui est écrit par un appel à l'autorité et non un raisonnement. Cela s'explique car la personne qui écrit est avant tout un lecteur. Il ne peut créer à partir de rien et est en situation de dépendance par rapport aux Écritures. La création de commentaires a pour effet d'actualiser le texte qui, bien que porteur de vérité, ne concorde pas avec l'expérience vécue des lecteurs. À proprement parler, les énoncés nouveaux n'existaient pas. La créativité, le désir d'ajouter à la masse retranscriptible, ainsi que d'influencer les réflexions de ses contemporains, si. Il est nécessaire de comprendre ces détails dans la production textuelle pour apprécier les nouvelles possibilités qu'apporte un changement technique comme l'imprimerie. C'est donc, grossièrement dans ce contexte de production et de signification des écrits qu'apparaît cette technique qu'est l'imprimerie. Les changements qu'elle implique seront considérés sous deux angles majeurs. Le premier est la possibilité d'amélioration de la qualité des textes afin d'éventuellement les fixer. Et le second est l'apparition d'un marché fortement lié au nombre de copies qui tombent hors du contrôle de l'Église. Bien que l'imprimerie soit louangée comme technique de production permettant d'avoir accès à un texte lisible et clair, à cause des erreurs dans l'impression, près de 300 ans après l'invention des presses, plusieurs copies se retrouvant sur le marché sont toujours imparfaites. Ce désir d'amélioration devient de plus en plus une réalité atteignable à travers l'amélioration des techniques utilisées. Leclerc soutient donc qu'un tel investissement est relativement irréversible. Cette marche vers la perfection est inarrêtable, mais n'a absolument rien d'instantané, ce qui donne à la fois des livres qui diffèrent entre eux au sein d'une même édition, au niveau du contenu ainsi que de la lisibilité des pages de ces ouvrages. L'imprimerie est donc une possibilité de standardisation du support des textes tout en étant un changement des modes de lecture. Par exemple, avec l'imprimerie, les pages d'un livre sont supposées être identiques à leur correspondance, ce qui est quelque chose qu'on connaît quand même bien. Ce qui permet le renvoi à des passages particuliers et le développement d'outils de localisation dans les ouvrages, par exemple les numéros de page. Cela permet entre autres une lecture individualisée et simultanément partagée de voir le jour. L'imprimerie, en tant que technique, a pu imposer ses propres impératifs de production au cours de son existence et a mené à une différente utilisation des textes qui s'est séparée de l'art de la lecture dans lequel est ancrée la pérennité des autorités textuelles pour tendre vers une production exponentiellement grandissante de nouveaux énoncés. Donc, l'imprimerie permet de créer le livre tel que compris aujourd'hui, comparativement aux manuscrits qui contiennent souvent des fragments d'œuvres ou plusieurs œuvres. Elle permet l'apparition d'ouvrages plus homogènes qui peuvent être partagés. McKitterick, un historien de l'imprimerie, utilise l'expression « privately mediated word » pour parler de la relation que nous entretenons avec les écrits depuis l'apparition de l'imprimerie, ce qui s'oppose avec la relation publique qui existe vis-à-vis des textes lorsqu'ils ne sont accessibles que sous des conditions restreintes. Je ne sais pas si c'est clair, mais un peu comme en Grèce antique où pas personne peut écrire, donc les mots sont dits à haute voix, donc ils sont publics. Parallèlement, l'imprimerie permet à terme d'organiser la production textuelle en industrie. Bien que l'achat de livres soit rendu plus accessible grâce à une réduction des coûts, ce sont quand même les ouvrages les plus coûteux qui ont traversé le temps. Les copies moins onéreuses, avec moins de décoration ou simplement sans fioriture, sont pourtant celles qui sont imprimées en plus grande quantité et elles sont également celles qui ont proportionnellement le moins survécu.
Ce qui est important pour souligner le fait qu'une majorité des livres imprimés ne sont pas ceux que l'on peut aujourd'hui étudier et qui sont généralement présents dans la représentation que l'on fait des bibliothèques de ces époques. Il existait une production destinée à des gens moins aisés qui n'a pas aussi bien traversé le temps et pénétré l'imaginaire. Toujours en lien avec cette logique de diffusion, l'augmentation de la production diminue le contrôle qu'une institution unifiée peut avoir sur ce qui circule et qui, corollairement, s'adresse à une population de plus en plus variée, contrairement à ce qui est possible dans l'univers du manuscrit, où la publication de contenu contraire à l'orthodoxie est grandement restreinte. Leclerc soutient qu'avec l'apparition de l'imprimerie, c'est l'éditeur-imprimeur qui acquiert la haute main sur la diffusion des textes. Contrôler les textes signifie désormais contrôler l'imprimerie. L'Église essaie de le faire par l'institution de la censure. Fin de la citation. Ces tentatives ont tout au plus été des réussites partielles. D'une part, le contrôle matériel des énoncés n'est plus imaginable. L'exemple des thèses luthériennes est assez flagrant pour démontrer la capacité de l'imprimerie à véhiculer un message vers un large public dans un court laps de temps. D'autre part, l'Église se voit tout simplement incapable de contrôler la production des livres imprimés. Non seulement à cause d'une impossibilité de contrôler une aussi grande masse de livres, mais également à cause de la disparité entre les copies des textes proscrits et l'influence variable qu'elle a sur les individus selon leur rang dans la société. On comprend que c'est plus difficile d'aller chercher un livre chez un aristocrate que dans une librairie, et ainsi de suite. C'est dans la foulée de cette perte de contrôle que les premiers index ont été mis en place. Plusieurs facteurs font en sorte que ces index sont plus ou moins respectés, allant de leur contenu contradictoire à la décision personnelle de ne pas les mettre en pratique, sans oublier que les pertes économiques encourues par les marchands de livres sont trop importantes pour qu'ils ne les respectent. Dans certains cas d'application de l'index, on peut même se demander quelles sont les intentions des censeurs qui laissent le texte raturé visible. Ces récits de tentatives de contrôle du contenu imprimé laissent penser qu'il faut les percevoir comme illusoires. Les craintes formulées à l'endroit de l'imprimerie par l'Église et autres voix conservatrices de la société reconnaissent souvent l'importance positive qu'a cette invention et ses perfectionnements sur le développement et la diffusion du savoir. C'est par contre dans le manque de contrôle de qui lit quoi que leurs craintes s'articulent. Pourtant, le lien qui pourrait être fait entre l'impossibilité de contrôler ce qui est produit par les imprimeurs et l'absence de contrôle des moyens de production de ces livres par l'Église n'apparaît pas comme un lien fait par les tenants moraux s'opposant à une publication incontrôlée. Il semble qu'il y ait eu un aveuglement généralisé envers certaines conséquences de cette invention, notamment dans ce changement au niveau du contrôle de la production. Pour conclure, l'imprimerie permet de changer radicalement la manière dont nous écrivons, produisons et reproduisons les textes. Pour reprendre les mots de Roger Loffé, je prétends seulement que les nouveaux supports et dispositifs de lecture et d'écriture donneront naissance à de nouvelles expressions. Cependant, il est ici question des livres imprimés et non des avancées technologiques récentes. Il est donc soutenu que l'apparition d'une technique d'écriture aussi novatrice que l'imprimerie, dans un univers où les moyens de production et de reproduction textuelle, le contenu et l'interprétation des textes sont l'apanage d'une institution plus ou moins unifiée, modifie de manière irréversible les possibilités d'expression. La mise à mal de l'autorité ne se fait pas par un combat acharné à une tradition vieille de plusieurs centaines d'années, mais dans des termes chers au langage jucamien, par une démocratisation de l'accès à la création. Peu à peu, le sens de la vérité va changer par cette démocratisation. Les catégories et rôles propres au savoir dicté par les autorités classiques et religieuses sont incompatibles à ces possibilités de production. De ceux-ci, c'est probablement la fonction d'auteur qui est le plus chamboulée durant ce processus. C'est un peu aussi par intérêt personnel que ce constat arrive. L'évolution des techniques d'imprimerie et le développement du marché des livres s'accompagnent de l'émergence de la figure de l'auteur moderne, qui de manière schématique peut être située précisément. Pour Leclerc, c'est, dans ses mots, avec Descartes, qu'il qualifie d'un auteur moderne dans tous les sens du mot, un énonciateur qui choisit de publier ses pensées grâce à ce médium merveilleux qu'est l'imprimerie et de les communiquer à des lecteurs dont il attend les réactions avec impatience et non point à travers les vaines disputes de docteurs. Pour lui, c'est donc à partir de ce moment que le lien avec les autorités sera rompu pour que finalement émerge la possibilité de faire reposer l'autorité entre les mains du sujet énonciateur. Cette particularité s'inscrit dans un contexte où se répandent des pratiques visant à renforcer l'individualité de ceux qui écrivent et créent, aussi bien en littérature que dans d'autres domaines artistiques ou dans les sciences.
Descartes s'illustre donc par l'absence de référence aux textes et aux figures d'autorité qui jusqu'alors justifient les textes écrits et les réflexions abordées par ceux-ci. Ces changements permettent l'émergence de la conception moderne de l'auteur, qui ici stipule principalement la possibilité de valider et de créer de manière individuelle des idées. La vérité devient quelque chose de discutable pour certaines personnes, au lieu d'être une production ancienne qui ne peut se répéter. Ce qui est matériellement possible car l'imprimerie permet la publicisation des textes et crée un objet public qui, par conséquent, peut être discuté publiquement, tout en permettant une appropriation privée des textes qui n'a pas été possible de cette manière précédemment. Par son appropriation dans le présent et sa multiplication presque infinie, l'autorité est significativement déviée de ses fonctions discutées principalement. Ainsi, Arendt peut écrire qu'en pratique aussi bien qu'en théorie, nous ne sommes plus en mesure de savoir ce qu'est l'autorité réellement. Ce qui se répercute dans les facteurs de continuité et d'unité de notre organisation politique. Je vous invite donc à réfléchir à un nihilisme qui est fragmentation de l'autorité dans la pensée occidentale par une technique.